à tous. On va commencer le webinaire d'ici 2 à 3 minutes, le temps que les derniers se connectent. Pensez bien, pour la durée de la première partie au moins, et après, tant que vous ne parlez pas, éteignez bien vos micros. Sinon, il y a un bruit de fond qui est un petit peu difficile. Et puis, donc, le webinaire se passera en fait en 2 temps, avec un temps de présentation. On va faire les intervenants, nous sommes 4. Donc, sur ce premier temps de présentation qui va durer à peu près 45 minutes, un petit peu autour de 45 minutes, on va dire. Et puis, une deuxième partie sur les questions et réponses. Alors, on va vous demander, bon là, on n'est pas encore très, très nombreux, donc on pourra peut-être poser les questions en direct. Mais en attendant, si lors de la présentation, vous avez des questions qui vous viennent, merci de les noter sur le chat. Comme ça, on peut aussi les prendre, les regrouper et puis voir sur la deuxième partie comment est-ce qu'on va faire pour répondre au maximum des questions. Donc, moi, c'est Nathalie Moulec, donc endocrino au CHU Saint-Pierre, responsable médicale du Centre spécialisé de l'obésité, donc CSO. De la Réunion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va se présenter. Il y a 4 intervenants, il y a 4 parties dans la présentation initiale, et donc on est 4 intervenants. Je vais commencer. Je commencerai sur la partie un peu de contexte et comment on fait, et puis je passerai la parole à Estelle Nobécourt. Je vais laisser se présenter, et puis ensuite on va faire le tour des 2 autres intervenants. Bonjour à tous et toutes. Merci de vous être connectés pour ce webinaire ce soir. On va essayer de répondre au maximum de questions. Comme l'a dit le docteur Lemoulec, on va essentiellement se concentrer sur la mise sous TMO pour ce soir. Mais si ce format de webinaire vous plaît, eh ben, on pourra en programmer d'autres sur la prise en charge de l'obésité et le suivi de ces traitements. Je passe la parole à mon voisin, éducateur en activité physique adaptée dans le service. Merci d'être présent ce soir avec nous. Je suis enseignant en activité physique adaptée. Je m'appelle Françoise Marc. Voilà. Et j'interviendrai à la toute fin, moi. Bonsoir à tous. Moi, je suis Capucine Mahé, diététicienne dans le service de diabétologie endocrinologie. Et je vais intervenir plus tard. Merci à tous pour votre écoute. Alors, on va commencer d'emblée, comme ça on va terminer voilà, dans les temps aussi. Alors, comme on disait aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la question d'actualité. Cette actualité, elle est assez brûlante. En fait, elle est liée à l'obtention du remboursement des traitements médicamenteux de l'obésité. Donc, on va appeler TMO pas mal de fois dans la présentation. Donc, cette actualité, elle est liée, comme vous le savez très bien, à la parution de l'arrêté du 10 juin qui donc fixe les modalités de remboursement sous condition pour le patient et sous condition pour le prescripteur, au moins pour la primo-prescription. Là, vous avez donc les 2 médicaments qui sont concernés, c'est-à-dire le sémaglutide, le Wegovy, et le tirzépatide, le Mounjaro. Vous savez que donc il y a ces multiples dosages, puisqu'on verra que la mise en place est progressive. Alors, on l'a quand même depuis un certain temps. On n'a pas attendu le 10 juin. Ce qui est nouveau, c'est le remboursement, comme vous le savez, puisque l'un et l'autre de ces traitements, on les a disponibles depuis fin 2024, sachant que le sémaglutide 2,4, on l'a eu aussi en accès précoce à partir de juillet 2022 jusqu'à septembre 2023, et ça avait été prolongé, même si on ne pouvait pas inclure de nouveaux patients, jusqu'à décembre 2025. Après, on espérait pouvoir faire la jonction, mais en fait, ça n'a pas été fait. Il a fallu donc attendre juin pour le remboursement, sous condition. La suivante. Et merci. Non, ça passe pas. Voilà. Donc, pour qui, pour quel patient? Donc, ça, vous le savez aussi maintenant de façon, c'est dans l'arrêté. Donc, c'est des adultes.
On a eu des demandes aussi pour des adolescents, on va dire 16 ans. Donc là, en l'occurrence, donc c'est différent hein, de l'AMM, puisque l'AMM, notamment pour le sémaglutide, peut être prescrit à partir de 12 ans. Mais là, pour le remboursement et dans ces conditions, on est chez les adultes. On est avec des patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur, initial supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. On va revenir sur le initial, ou bien un IMC supérieur à 35 avec au moins une comorbidité. La liste de ces comorbidités est celle qui était déjà dans les recommandations HAS que vous avez sur le côté. On va pas les lister toutes. Elles ont été un peu élargies. Il y en a qui sont moins connues que d'autres, comme par exemple l'incontinence urinaire invalidante. Certaines de ces comorbidités vont nécessiter une attestation, un certificat du spécialiste. Je pense notamment aux complications ostéo-articulaires qui doivent bien spécifier que la perte de poids va permettre d'améliorer cette comorbidité. Donc l'IMC initial, c'est celui qui est au moment de la première injection du traitement médicamenteux de l'obésité. Et ça, qu'il était prescrit, bien entendu, même avant le 15 juin, puisque vous savez que le remboursement est effectif depuis le 15 juin. De même, les patients qui étaient en accès précoce ou Wegovy peuvent être inclus, même si leur IMC est descendu en dessous de 40, peuvent également bénéficier du remboursement. C'est comme vous le savez, on va y revenir, un traitement de deuxième intention après la prise en charge nutritionnelle, comportementale et en activité physique. La suivante. Alors, quand on parle évidemment de la prescription de ces traitements, la prise en charge du poids n'est pas le seul élément qui va rentrer en ligne de compte. Vous savez maintenant que on type un petit peu les obésités, non seulement en fonction du grade d'IMC, mais en fonction de sévérité, d'un niveau de sévérité, qui va dépendre de 7 critères. Ces 7 critères sont listés là. Tout ça pour dire qu'on privilégie, on recommande, et dans les remboursements, c'est bien précisé, des obésités de niveau 2 et 3. Petit rappel simplement, vous avez en haut l'IMC, vous avez ensuite un certain nombre d'éléments des 7 critères qui font partie de la cartographie, on va dire, comment est-ce qu'on précise le niveau de sévérité de cette obésité. À savoir qu'un trouble du comportement alimentaire, et notamment qui est une hyperphagie boulimique, il y a différents niveaux comme vous le savez, mais là on parle d'hyperphagie boulimique, ça situe tout de suite le patient à un niveau 3 de sévérité. La suivante. Alors la question pour les patients que vous vous posez sans doute aussi, c'est est-ce qu'on peut prescrire ces traitements médicamenteux chez des patients qui ont déjà bénéficié d'une chirurgie de l'obésité, sleeve ou bypass essentiellement actuellement. Donc la réponse est oui, clairement. On peut les prescrire soit avant la chirurgie, c'est donc en traitement ce qu'on appelle néoadjuvant. Donc là, on peut les prescrire, évidemment selon les mêmes critères que ceux qu'on vient de voir sur la diapositive précédente. Est-ce que pendant la chirurgie, la réponse est non, c'est-à-dire pendant et 1 an après la chirurgie, la réponse est non. Par contre, après la chirurgie, après 1 an et de stabilisation pondérale, si le patient rentre dans les critères qu'on a définis précédemment, c'est possible. Ensuite, vous avez tout à fait réalisé que les patients qui peuvent bénéficier d'un traitement médicamenteux de l'obésité remboursé ou d'une chirurgie de l'obésité, ce sont les mêmes patients, hein, ce sont les mêmes critères. La différence qui est quand même importante, c'est que dans le traitement médicamenteux de l'obésité, on prend l'IMC initial avant la première injection du traitement médicamenteux et non pas l'IMC historique comme on le prend pour la chirurgie bariatrique. Alors, la question était aussi, est-ce que c'est aussi efficace si on a eu une chirurgie de l'obésité? La réponse est oui, en l'état de nos connaissances actuelles. Eh bien, est-ce que les effets secondaires sont majorés ou au contraire minorés? La réponse semble être, on a à peu près les mêmes effets secondaires que quand il n'y a pas eu de chirurgie. La suivante. Alors, lequel choisir éventuellement? C'est aussi la question. On verra avec le professeur Nobécourt qu'il y a des différences possiblement dans le niveau d'efficacité, en tout cas en termes de perte pondérale entre les deux molécules, au moins aux posologies remboursées, puisque le sémaglutide, c'est 2,4 remboursé, le 7,2 n'est pas remboursé.
parce que l'efficacité pondérale est à peu près identique après avec le Mounjaro sur le 7,2 de sémaglutide, mais en l'occurrence en remboursé, la différence peut-être existe entre les deux molécules en termes de perte de poids, mais c'est pas seulement ça qui va permettre aussi de définir le choix. Ce tableau, il faut le garder en tête, mais vous l'avez aussi, sur le fait que selon le niveau de risque cardiovasculaire, la présence ou non d'un diabète, la présence ou non d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou réduite, l'existence d'une MASH ou bien d'un syndrome d'apnée du sommeil vont nous faire orienter vers le choix de l'une ou l'autre de ces molécules, sachant que au niveau métabolique, l'efficacité des deux molécules est attestée. La suivante. Alors, ça, vous l'avez aussi bien en tête et il est important de le préciser aux patients que l'efficacité du traitement va se dérouler en deux phases, comme la chirurgie au moment de la perte de poids, c'est-à-dire une phase de réduction pondérale qui va durer, c'est variable selon les patients, évidemment, c'est dose dépendant, donc le temps qu'on atteigne la titration qui permet la perte de poids maximale, c'est environ 1 an, on va dire 12 mois. Et ensuite, une phase de stabilisation pondérale. Jusqu'à présent, mais on n'a pas non plus un recul de 20 ans, il ne semble pas y avoir d'effet d'échappement sur les deux molécules avec le recul qu'on a. Donc là, sur la droite, vous avez les mécanismes d'action, on va dire, de ces traitements. Vous l'avez déjà constaté avec les analogues du GLP-1 en général, mais a fortiori avec ces molécules qui sont encore plus dosées. C'est que vraiment la notion de faim, enfin on diminue fortement la faim, on augmente la sensation de satiété avec une sensation de plénitude gastrique qui va être rapidement obtenue. C'est lié aux effets du traitement qui ralentissent la vidange gastrique et qui agissent également sur les centres régulateurs de la prise alimentaire au niveau cérébral. Donc, il y a des diminutions qu'on va bien revoir tout à l'heure avec Capucine, qui est que de toute façon, ces traitements entraînent une diminution des ingestats qui peut être quand même d'environ 1/3 par rapport à ce qu'ils consommaient auparavant. Ça peut modifier aussi les préférences alimentaires, comme après la chirurgie bariatrique, et ça agit également en périphérie. La suivante. Alors, ce que vous devez dire à vos patients et ce que vous savez aussi, contrairement à ce qu'on pensait d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément l'idée qu'on avait au départ, en faisant une sorte d'analogie avec la chirurgie bariatrique, en fait, ces traitements sont efficaces tant qu'on les prend. Et si on les arrête, on a une reprise pondérale, ça c'est systématique, on l'a constaté dans les études. Donc là, c'est le diapo, sur la diapo, c'est le schéma avec en cours d'étude, donc c'est versus placebo. Certains patients continuaient le tirzépatide et d'autres, à leur insu, avaient du placebo. Enfin, ils ne savaient pas ce qu'ils prenaient. Et donc, on augmente bien le poids sous placebo. On reprend à peu près 70% du poids. Donc, dans l'année qui suit l'arrêt du traitement. Donc, le patient, bien sûr, est informé que la mise en place de ce traitement est un traitement au long cours. Au jour d'aujourd'hui, on n'ose pas dire à vie, comme on dirait pour les antidiabétiques oraux, ou comme on dirait pour les antidiabétiques en général d'ailleurs, ou les antihypertenseurs ou autres. Il y aura d'autres molécules, autre chose qui arrivera, mais en l'occurrence, ce traitement, il est forcément prolongé pour que l'efficacité soit obtenue dans la durée. La suivante. Donc, comment ça se passe? Là, vous savez que dans la prescription, pour la prescription, au moins la primo-prescription, puisque tout médecin ensuite peut renouveler ces traitements une fois qu'ils ont été prescrits par des médecins spécialistes habilités, lesquels sont donc les médecins endocrinologues, les médecins compétents en nutrition, donc il précise les médecins qui sont compétents en nutrition, ou les chirurgiens bariatriques avec un DU de chirurgie de l'obésité, mais il faut que ces spécialistes exercent soit dans un centre spécialisé de l'obésité, soit dans un SMR spécialisé avec mention gastro-entérodiabéto endocrino-nutrition. À La Réunion, donc, ces établissements sont au nombre de 4. Vous les avez listés sur la droite et pas plus. Voilà, ce sont ces 4 établissements qui ont la mention gastro, diabéto, endocrino, nutrition.
les autres médecins habilités à prescrire pour la première fois ces traitements médicamenteux pour qu'ils soient remboursés, on va dire, puisque sinon, dans leur forme non remboursée, aussi tout médecin peut le prescrire. Ce sont les médecins experts impliqués dans la prise en charge de l'obésité, c'est-à-dire ceux dont on parlera dans les mois qui viennent, puisque pour le moment, il n'y a pas encore de PCR, c'est le médecin coordonnateur des parcours renforcés coordonnés, dont on pourra parler sur un autre webinaire, ou des médecins spécialistes endocrinos qui exercent en lien avec le CSO, c'est ce qui est noté dans l'arrêté, ce qui en fait, ce lien est en fait attesté, on va dire, par la signature d'une charte avec le CSO, charte qui a été mise en place et qui a été signée par la quasi-totalité des spécialistes endocrinos de Lille. La suivante et dernière, je crois. Donc là, vous savez que cette prescription, qu'elle soit la primo-prescription, le remboursement se fait sur une ordonnance normale, classique, que l'ALD est possible pour des patients qui relèvent d'une ALD en lien avec l'obésité. Ça peut être le diabète, mais ça peut être aussi des maladies rénales ou des maladies cardiovasculaires. Il est remboursé par l'assurance maladie à 65%, ce traitement. Sachant que les mutuelles prennent le relais sur le reste à charge, ou bien la CMU et la CMUC, c'est également la prise en charge est assurée pour ces patients. Et puis, vous savez que le patient doit présenter à la pharmacie, outre l'ordonnance par le médecin habilité, un document qui est un document d'accompagnement, la suivante, en 3 feuillets. Ces feuillets, les volets 1 et 2 repartent à l'assurance maladie, c'est nous qui les adressons, ou le médecin prescripteur en tout cas, et le volet 3 reste avec le patient qui doit le conserver, qui peut le mettre dans son espace santé, mais qui doit le présenter au pharmacien à chaque passage pour un renouvellement d'ordonnance. Il y a 2 formulaires différents selon la molécule, mais bon, c'est exactement les mêmes choses qui sont demandées, c'est-à-dire est-ce que le prescripteur est habilité, est-ce que le patient rentre bien dans les critères d'éligibilité au remboursement. La dernière, je crois, voilà. Donc, pour un patient qui vous semblerait relever de ce type de traitement, se rappeler que ça va être un traitement au long cours, l'obésité étant une maladie chronique. Se rappeler que ce sont quand même encore aujourd'hui de relativement nouveaux traitements, donc la prescription est encadrée. Elle a été encadrée aussi pour des raisons de coût et de remboursement. Il faut savoir que la France est actuellement le premier pays à rembourser ce type de traitement pour l'obésité. Et que bien entendu, les critères d'éligibilité ont été aussi strictement définis par la DSSS pour pouvoir justement que ça ne s'échappe pas complètement sur les tarifs aussi, hein, compte tenu du nombre de patients potentiels, que c'est en deuxième intention et on verra même avec la prescription du traitement, il est forcément associé à une alimentation et une activité physique adaptée et un suivi qui va être partagé parce qu'un certain nombre d'effets secondaires vont pouvoir se faire jour et vont nécessiter d'une part qu'ils soient connus et d'autre part qu'ils soient pris en charge de façon concertée. Voilà, donc je vais passer à la suite de cette présentation un petit peu générale, le micro à Estelle Nobeco. Merci beaucoup Nathalie. Comme Nathalie l'a bien dit, l'obésité c'est une maladie chronique évolutive. Donc, on a de la chance maintenant d'avoir un outil supplémentaire au bénéfice de nos patients pour la prise en charge de cette maladie. Mais effectivement, c'est pas des bonbons, c'est des molécules actives avec des effets secondaires. Et il est important de pouvoir bien former nos patients à ces traitements médicamenteux, leur suivi et surtout les mettre dans un parcours de soins sur le long cours. C'est pas une molécule comme j'ai entendu ce matin pour entrer dans la robe de mariée. C'est vraiment un traitement qu'on va prendre à vie et je pense que beaucoup des patients n'ont pas réalisé ça et c'est vraiment indispensable. Je vous ai mis la référence sur laquelle s'appuie cette présentation. C'est la prise de position du groupement
des centres spécialisés de l'obésité au niveau national. Et cette prise de position, elle résume vraiment tous les éléments dont on va discuter, des prérequis, de l'effet des molécules, la prise en charge, le suivi, la surveillance. Et c'est un document très riche que je vous recommande. La diapositive suivante. Donc, on le dira jamais assez, c'est très important. Les patients, quand ils viennent nous voir, viennent vous voir, ils sont très pressés d'avoir le médicament. Ils voient en ce médicament une solution miracle et il faut pouvoir leur expliquer qu'on les met dans un parcours de soins, un parcours de prise en charge et que ces molécules, elles font partie du parcours de prise en charge, mais elles se prescrivent pas tout de suite sur une impulsion. Elles se prescrivent après une modification du mode de vie, une réflexion sur le comportement alimentaire et un patient qui a pas du tout mis en place d'activité physique adaptée, vous le verrez avec Marc, ou qui a une alimentation déstructurée avec des troubles du comportement alimentaire, vous le verrez avec Capucine, eh ben, c'est pas une bonne indication. Ça veut pas dire que c'est pas une indication après, mais en tout cas pas tout de suite. Et dans les mesures thérapeutiques du mode de vie, c'est aussi spécifié qu'il faut faire attention au sommeil. Le sommeil, c'est aussi un pilier de la prise en charge. Et le stress, et le stress, c'est partout dans notre société actuelle, c'est aussi important. Moi, je dis de remettre le patient au centre, au cœur de sa prise en charge et qu'il réalise aussi, parce que comme nous, il a toutes les bonnes excuses pour dire mais non, je peux pas faire, mais ma famille, mais mon boulot, mais ceci, mais cela. Ça marchera pas, c'est pas des médicaments miracles et il y aura des effets secondaires. Si on veut vraiment que ça marche, il faut vraiment que le patient soit acteur de sa prise en charge. La diapositive suivante. Alors, avant la mise sous TMO, il y a tout un bilan à faire. On va pas trop le détailler parce que c'est pas l'objectif du webinaire, mais on pourra faire un webinaire spécifique sur la prise en charge de l'obésité. Je vous ai remis les recommandations très bien faites de la Haute Autorité de Santé sur les dernières années qui vraiment résument de façon très pratique la façon dont il faut prendre en charge l'obésité et Nathalie en a montré quelques exemples. Donc, l'évaluation du comportement alimentaire, c'est très important, mais c'est vrai qu'on a parlé d'hyperphagie boulimique avec Capucine. Elle l'évoquera très rapidement, mais on ne parle pas que de ça. On parle du contenu de l'assiette, du rythme des repas. On parle du contenu des repas, mais aussi du temps du repas, mais aussi dans les conditions dans lesquelles se font ces repas. On parle des compulsions, des grignotages, de l'alimentation émotionnelle. Et c'est hyper important parce que si le patient comprend comment il se comporte vis-à-vis de l'alimentation, il va comprendre aussi le bénéfice et les effets de ces molécules. Et d'ailleurs, on a beaucoup de patients qui viennent et qui disent « Ah, mais là où j'avais des préoccupations alimentaires, c'est un soulagement. Là où j'étais attirée vers de la malbouffe, ben non, là, je suis plus du tout attirée. » Et c'est vraiment ça ce qui va entraîner un bénéfice pour les patients. L'activité physique adaptée, je ne détaillerai pas, c'est un pilier indispensable. Il y a une contre-indication qui est la sarcopénie et on peut être obèse et dénutri et un patient sarcopénique qui va pas bouger, qui va venir en consultation, qui n'arrivera pas à se lever de la chaise, hein, c'est pas le bon moment pour prescrire ces molécules. Même si effectivement on vous l'adresse pour ça parce qu'il y a le genou qu'il faut opérer, il y a le rein qu'il faut opérer. Enfin, en tout cas, c'est important aussi de déjà prendre en charge la sarcopénie. Prendre en charge les comorbidités, les traiter. On a vu que ces molécules, elles peuvent agir spécifiquement sur les comorbidités. Faire une échographie abdominale. Alors, c'est vrai que pour la partie diabète, on n'a pas l'habitude de faire l'écho abdominal avant de prescrire ces molécules. Mais en tout cas, on sait que ça favorise et l'amaigrissement favorise l'apparition de lithiase vésiculaire. Et puis, rechercher les contre-indications. Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse et doit être arrêté bien avant la grossesse. Donc, pour les femmes en âge de procréer, justement, pour lequel la perte de poids est importante pour obtenir une grossesse, il faut pouvoir leur dire que ce traitement, il devrait être arrêté en préconceptionnel et pas au moment où on découvre la grossesse. Mais là aussi, on pourra faire tout un webinaire dessus. Diapositive suivante. Alors, vous avez 5 étapes à respecter vraiment pour prescrire ce médicament en toute tranquillité et dans les bonnes conditions pour vos patients. La première chose, c'est vraiment d'expliquer aux patients comment ça marche, le mécanisme d'action, le fait qu'on va escalader les doses pour permettre une meilleure tolérance et moins d'effets secondaires. Le fait aussi de dire que s'il y a trop d'effets secondaires, on peut s'arrêter à un palier. On n'est pas obligé d'aller tout de suite jusqu'à la dose maximum si le patient ne tolère pas. On peut rétrograder aussi si le patient a des effets secondaires trop importants après une montée de dose. Et donc ça, c'est important aussi de leur expliquer. Les bénéfices attendus sur le poids et les comorbidités, on a vu. Et vraiment, vraiment leur répéter que c'est un parcours de soins à vie
et que le traitement ne sera pas arrêté une fois que le patient il aura obtenu le poids qu'il souhaite. S'il veut le maintenir, on l'a vu sur le schéma, il faut qu'il le continue à vie. Les modalités de la prise en charge financière, c'est très frustrant. On a à l'heure actuelle des patients qui rentrent dans les indications de remboursement et des patients qui ne rentrent pas dans les indications de remboursement, mais qui rentrent dans les indications de l'AMM. Et ça, effectivement, il faut pouvoir l'expliquer au patient et surtout s'assurer qu'il a bien compris et obtenir son accord pour débuter le traitement. La diapositive suivante. Alors, une petite évaluation avant de commencer. Le comportement alimentaire, on en a touché 2 mots et on verra avec Capucine. La force musculaire, on verra avec Marc, mais c'est vraiment important. Un patient qui n'arrive pas à se lever de la chaise pour aller dans votre cabinet de consultation, c'est pas le moment de le prescrire. Et puis, bien identifier les patients qui sont à risque nutritionnel. Et pour ce patient qui a du mal à se lever de sa chaise, peut-être faire de la rééducation, une prise en charge encadrée avec, par exemple, un soin de suite nutritionnel ou rééducation avec des compléments alimentaires et une surveillance adaptée. Ça peut être une façon de faire. La diapositive suivante. Alors, il y a toute une partie d'éducation et il faut pouvoir éduquer les patients. Ce n'est pas des patients diabétiques pour la majorité, enfin en tout cas, ils ne sont pas tous diabétiques, donc ils n'ont pas vu un stylo autopiqueur, une aiguille, ils ne sont pas habitués à se faire des auto-soins. Donc, c'est très important de les mettre dans cette démarche d'auto-soin, de leur montrer le stylo. Et il peut y avoir le passage d'une infirmière au domicile, mais pendant la phase d'initiation, c'est quand même relativement simple et c'est très important que le patient ait l'autonomie sur ce traitement. Et puis, vraiment revoir les modifications diététiques à mettre en place, mais on va pas, vous allez voir ça tout en détail dans les 2 présentations suivantes. La diapositive suivante. Alors, ces médicaments, c'est des principes actifs avec des effets secondaires et c'est très important que le patient il ait bien compris les effets indésirables. Alors, lui répéter, parce qu'on a eu le cas, les vomissements, c'est un effet secondaire qu'on ne souhaite pas. Ce n'est pas le mécanisme pour maigrir. Parce qu'effectivement, le patient se dit « je maigris, je ne mange rien, c'est très bien ». Ça va être la façon de perdre du poids, mais non, ça peut amener à la déshydratation, à l'insuffisance rénale aiguë ou d'autres complications aiguës. Donc, c'est très important de dire que s'il y a des vomissements, c'est des effets secondaires et qu'on sera amené à moduler le traitement ou à arrêter le traitement si vraiment ces effets secondaires arrivent dès les toutes petites doses. Il faut aussi dire que ces effets secondaires, alors si c'est des vomissements plusieurs fois par jour, tous les jours, on arrête. Mais s'il y a un vomissement et des nausées, ça devrait normalement s'améliorer avec la persistance du traitement. En général, c'est plutôt au début et ça s'améliore avec la prise en charge, mais ça, il faut aussi pouvoir l'expliquer. Les douleurs abdominales qui doivent faire consulter, il faut vraiment le dire aux patients, les pancréatites aiguës, c'est rare, mais ça arrive et on vient d'avoir le cas encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important. J'ai des douleurs au creux épigastrique, j'arrête le traitement, je consulte aux urgences. Ça favorise aussi, l'amaigrissement favorise les coliques hépatiques, d'où l'écho avant. Et en tout cas, il faut qu'ils puissent consulter si besoin. Il faut s'assurer que les femmes qui sont en âge de procréer prennent une contraception. Les femmes qui sont dans des parcours PMA vous disent « mais moi, ça fait 2, 3 ans, 5 ans que j'essaye d'avoir un enfant, je ne vais pas prendre une contraception, de toute façon, j'ai besoin de PMA pour y arriver ». Non, la perte de poids, et on a l'expérience avec la chirurgie bariatrique, ça peut améliorer la fertilité et on peut débuter une grossesse justement après perte de poids avec ces traitements. Il faut pouvoir les arrêter en préconceptionnel et bien informer du coup les patientes. Et puis, faire très attention aux antécédents de TCA. On a parlé d'hyperphagie boulimique, mais aussi l'anorexie. C'est les 2 extrêmes du spectre d'une même maladie. Et vous pouvez avoir des patients qui font un virage anorexique après la prise de ces médicaments, qui ne mangent plus rien et plus rien ne passe. Ils trouvent ça très bien, mais c'est pas ce qu'on recherche. On le verra avec Capucine. La diapositive suivante. Alors, vous avez dans les recommandations du GCC des encarts spécifiques très intéressants pour la grossesse, le préconceptionnel, la contraception. Et il y en a un notamment sur la lithiase vésiculaire. Et avant l'initiation du TMO, justement, si vous voyez qu'il y a une lithiase vésiculaire sur l'échographie, s'il n'y en a pas et que le patient est à risque, on peut discuter d'une prophylaxie par acide urso-désoxycholique. S'il y a des lithiases connues et que le patient est symptomatique, ce n'est pas le moment de mettre le traitement. On va d'abord s'occuper de cette vésicule biliaire symptomatique avec les lithiases avant de mettre en route le traitement. Et si c'est asymptomatique, là aussi, il faut discuter le risque de faire une
lithiase, une migration de lithiase et ses conséquences, et en tout cas mettre de l'acide urso-désoxycholique, mais informer le patient qu'il peut quand même faire les complications. Et à 3 mois du traitement médicamenteux, s'il y a une perte de poids très rapide, là aussi, on peut rediscuter ce traitement. La suivante. Et pour la pancréatite aiguë, un patient qui a déjà fait une pancréatite sous traitement médicamenteux de l'obésité et attribué au traitement médicamenteux de l'obésité, ou en tout cas s'il y a un doute ou un autre analogue du GLP-1, c'est une contre-indication vraiment avérée des traitements médicamenteux de l'obésité. Et en tout cas, c'est un accord d'experts qui est partagé au niveau international. S'il y a des antécédents de pancréatique, mais ce n'est pas lié au TMO, c'est lié à une lithiase. S'il y a une cholécystectomie, là, on peut discuter la mise sous traitement médicamenteux de l'obésité. S'il n'y a pas eu la cholécystectomie, là, il faut vraiment quand même qu'il y ait une discussion collégiale. Et si c'est non lithiasique, il faut pouvoir en discuter avec les gastro-entérologues parce qu'il y a vraiment un surrisque, même s'il est minime, mais un surrisque quand même de ces molécules sur le risque de pancréatite. La suivante. Alors, et puis après, il faut mettre votre patient ou votre patiente dans un parcours de soins. Et ça, c'est vraiment important. Ça ne s'arrête pas à la prescription du médicament, ni au suivi à 1 an. C'est un suivi à vie, vraiment comme la chirurgie bariatrique, où à chaque étape du suivi, ce sera important de regarder, comme l'a dit le docteur Lemoulet, qu'on a un recul de 3 ans, 4 ans. On voit que la molécule est toujours efficace, mais on n'a pas de recul plus important que ça. Et donc, c'est vraiment important de voir ce suivi au long cours. On sait quand même qu'il y a chez nos patients diabétiques sous analogue du GLP-1 un effet d'essoufflement et au bout de 6 mois, 1 an, des patients qui arrêtent le traitement. Là encore, il faut que le patient ait bien entendu que c'est une maladie chronique et évolutive, que s'il arrête le traitement, il risque et à 80% de reprendre du poids et que si on remet la molécule après, on n'est pas sûr qu'elle soit aussi efficace qu'elle l'ait été la première fois. Et donc, en tout cas, pour le suivi, on refera un webinaire sur ce suivi, mais vous avez toute une fiche et on pourra redétailler ces points-là dans un webinaire par la suite. Merci. Je vais passer la parole à Capucine Mahé maintenant pour l'aspect diététique. Du coup, moi, je vais parler un petit peu plus des conseils diététiques pour assurer le suivi des TMO et même l'initiation. Donc, sur l'objectif de la prise en charge, c'est vraiment de prévenir la dénutrition parce qu'effectivement, ça réduit beaucoup l'appétit. Et donc, l'objectif, c'est pas quand même de dénutrir les patients, préserver la masse musculaire et avoir des apports du coup suffisants malgré la diminution de l'appétit. Accompagner aussi les changements alimentaires, comme disait Dr Nobécourt sur les troubles du comportement alimentaire, se questionner un petit peu dessus, enfin questionner, échanger, engendrer un changement, et puis gérer un petit peu les effets secondaires digestifs. Donc c'est avec les traitements, on mange moins, mais l'objectif c'est de manger mieux et de manger suffisamment et de manière adaptée pour perdre du poids en évitant la dénutrition. Les contre-indications sont principalement l'anorexie mentale, avec ou en tout cas tout de troubles du comportement alimentaire qui serait restrictif. La restriction cognitive, quand elle est trop importante, ça peut créer du coup une alimentation trop faible et du coup des risques de dénutrition. Et les patients, ils ont plutôt tendance à profiter de la baisse d'appétit, du coup, pour ne plus manger. Et ces situations-là augmentent vraiment la dénutrition et la perte de masse musculaire. Donc, la priorité, c'est vraiment nous, on conseille 3 repas par jour. Les recommandations du GCC, c'est 2 obligatoires minimum. Et puis, les 3 repas, c'est quand même conseillé pour maintenir les apports. Il y a au moins un tiers du volume de l'assiette qui va être diminué. Donc, c'est bien d'avoir quand même des apports qui sont suffisants. Donc, fractionner l'alimentation, ça peut être aussi une solution si les volumes de l'alimentation réduisent trop. Et donc, avoir au moins 1 à 3 collations par jour selon les besoins aussi, si les portions sont trop réduites. Donc, c'est maintenir les besoins énergétiques et les apports en protéines.
Ça, c'est du coup le diapo de la GCC, enfin le document de la GCC pour améliorer le temps de repas, qui sont au moins 20 minutes, bien mâchés, des petits morceaux aussi, parce que du coup la vidange gastrique se fait plus lentement. Donc essayer de bien mâcher pour optimiser la digestion, fractionner l'alimentation, comme je vous disais. Éviter les aliments qui sont peu digestes, qui sont trop gras ou trop sucrés. L'hydratation aussi importante, surtout que des fois quand il y a des diarrhées ou des vomissements ou de la constipation au début de la mise en place du traitement, l'hydratation est indispensable. Bien manger des légumes aussi pour la digestion, et puis boire suffisamment d'eau et augmenter l'activité physique, comme Marc vous le dira. On parle aussi beaucoup d'équilibre alimentaire. Les apports énergétiques minimum, c'est entre 1200 et 1500 kilocalories par jour. Les féculents à chaque repas sont hyper importants. Les protéines aussi. Le minimum qu'on recommande, c'est 60 grammes par jour. Les fruits et légumes quotidiennement, l'hydratation et les produits laitiers. L'objectif est toujours vraiment de préserver la masse musculaire. On parle souvent de l'importance de la perte de masse grasse, mais la préservation de la masse musculaire va avec. Et donc ça, c'est aussi un document de la GCC sur l'équilibre alimentaire. C'est vrai que nous, on recommande la moitié de l'assiette en fruits et légumes, un quart en protéines, un quart en céréales, en féculents. Si besoin, on peut mettre des compléments en protéines pour améliorer la consommation quand elle est trop faible. On parlera aussi de l'activité physique, enfin, Marc vous parlera de l'activité physique. Et puis, les protéines sont vraiment très importantes. Donc, on va parler aussi un petit peu des effets digestifs des TMO. Donc ça va ralentir la vidange gastrique et ça entraîne du coup une satiété un petit peu plus importante. Donc les quantités vont beaucoup réduire, l'appétit aussi. Et comme l'expliquait Dr Nobécourt, ça change aussi la perception de ce qu'ils mangent. Souvent les aliments trop gras et trop sucrés devient compliqué à l'absorption. Ça c'est plutôt un bon effet. Mais il faut vérifier que les apports sont corrects. Les effets aussi, donc les vomissements, les nausées, constipation, diarrhée, et la sensation que l'estomac est plein toute la journée. Donc pour éviter, en tout cas, limiter ces effets secondaires, manger lentement et à l'écoute de la satiété, mais pas attendre forcément l'appétit pour manger, et respecter un petit peu des heures pour que ça soit plus simple. Privilégier les petits volumes, ça sert à rien d'essayer de faire rentrer des grandes quantités alors que ça ne passe pas, mais plutôt fractionner l'alimentation, bien s'hydrater et tout au long de la journée, même parfois en dehors des repas, quand la quantité des repas devient trop limitée, essayer du coup de boire en dehors des repas pour majorer cette hydratation. L'alerte à bien repérer, c'est la perte de poids supérieure à 10% en 3 mois, la perte de poids supérieure à 20% en 6 mois. Si la réduction des ingestats est trop majeure, voire même il n'y a plus rien qui arrive à rentrer, effectivement, c'est des signes d'alerte aussi. Une fatigue trop importante, tous les signes de la dénutrition, avec la sarcopénie surtout. Et si l'état physiologique, psychique et physiologique est trop important, et avec une altération de l'état général. Donc les messages à retenir, c'est que ça diminue l'appétit, mais pas les besoins nutritionnels minimum, que la perte de poids doit se faire avec une préservation de la masse musculaire, qu'il est possible aussi de prescrire des compléments, en tout cas pour l'apport en protéines, pour prévenir la dénutrition et adapter l'alimentation par rapport à cela. Et puis le suivi, comme le disait Dr Nobécourt, est super important dans la réussite du traitement, de la perte de poids,
tout en sécurité. Et donc ça, c'est un document du GCC aussi que vous pourrez retrouver sur tout ce que je viens de dire. Alors, pour bien comprendre le rôle de l'activité physique dans ce contexte des TMO, je vous propose de revoir la base avec la notion de la balance énergétique. On le sait, on l'a vu, avec les traitements médicamenteux de l'obésité, on va avoir, ça va engendrer des apports alimentaires réduits. Ce qui veut dire qu'au niveau de la balance énergétique, on aura une tendance à un déficit énergétique, ce qui se traduit par une perte de poids. Au niveau de la dépense énergétique, petit rappel qu'à l'intérieur de ça, on va retrouver le métabolisme de base, qui compte pour à peu près 60, voire 65% si on rajoute à ça la digestion, la thermorégulation. Le métabolisme de base, c'est un petit peu la capacité que le corps il a pour dépenser de l'énergie au repos pour survenir à ses besoins. Les activités physiques du quotidien qui vont compter pour à peu près 20% en moyenne, et les activités physiques structurées, loisirs sportifs, qui vont compter pour à peu près 15%. Ce qu'on remarque là, c'est que la dépense énergétique, à travers seul le métabolisme de base, va suffire à avoir un déficit calorique en lien avec les TMO. Donc la perte de poids, elle existe même sans bouger davantage. Cependant, ce qu'on va bien chercher à comprendre, c'est qu'est-ce que l'on perd quand on perd du poids. Diapo suivante, s'il te plaît. Quand on perd du poids, on ne perd pas seulement de la masse grasse, on perd aussi de la masse musculaire. Comme disent mes collègues, perdre du muscle, c'est jamais bon signe parce que ça importe un risque de sarcopénie qui va apporter sur une diminution de la force, une diminution de la mobilité, de l'autonomie, des dépenses au repos et accentuer la fatigue, les chutes, les risques de complications. On peut fragiliser le corps, être en carence, avoir une perte de poids excessive et avoir des complications de santé qui vont potentiellement amener à une dénutrition. Quand on cherche une perte de poids, on cherche surtout à contrôler la perte de poids afin d'éviter toutes ces complications-là et améliorer la qualité de vie. Diapo suivante, s'il te plaît. C'est pour ça que l'activité physique, et en particulier le renforcement musculaire, devient prioritaire sous les TMO. L'objectif étant de préserver au mieux la masse musculaire pendant cette perte de poids-là. On peut voir que la pratique de cardio reste bénéfique, mais à adapter avec modération, parce que si on fait du cardio excessif, on peut majorer la dépense énergétique et donc augmenter le risque de fatigue et de perte de poids trop rapide. C'est pour ça qu'au niveau du renforcement musculaire, on va le prioriser au cardio afin d'avoir une dépense énergétique plus contrôlée et faite de manière un peu plus homogène, préserver les muscles et la force, aider à limiter la baisse du métabolisme de base et maintenir son autonomie et sa qualité de vie au fil de l'évolution de la perte de poids. Diapo suivante. Donc, protéger ses muscles aide à énormément de bienfaits au quotidien, tout comme dans l'organisme. Ça nous permet de, comme je l'ai expliqué, améliorer son autonomie, donc pour se lever plus facilement, réaliser ses activités de la vie de tous les jours avec moins d'efforts, rester autonome, rester fort. Et au niveau de l'organisme, ça va participer au métabolisme de base, à réguler la glycémie, à soutenir les articulations et les os, participer à la régulation de l'inflammation et favoriser l'énergie et la récupération de manière générale. Le renforcement musculaire, on va toujours chercher à l'intégrer progressivement dans notre quotidien. On peut le retrouver à travers des activités de la vie de tous les jours, dès lors où il y a une résistance. Ça peut être par exemple monter des escaliers, porter ses courses, travailler avec sans le poids du corps, se lever d'une chaise par exemple, ou avec des exercices un peu plus spécifiques, des élastiques, des petites charges, des activités aquatiques. En tout cas, c'est divers et c'est pas qu'en salle de sport qu'on peut faire du renforcement musculaire. Diapo suivante. Alors ça, c'est un petit questionnaire d'auto-évaluation à destination des patients. Je me suis inspiré du questionnaire SARC-F qui va mesurer le risque sarcopénique chez les personnes âgées. C'est un questionnaire assez facile à remplir avec 3 réponses possibles. Je ressens une fatigue inhabituelle, non, un peu, oui. Plus le score est élevé, plus le risque de sarcopénie est important.
Si plusieurs réponses portent vers vers le oui et vers du coup, un score proche de 16, c'est important de directement en parler à l'équipe qui vous suit. On a aussi, comme le disait Estelle, est-ce que tu peux revenir sur la diapo juste avant? Comme le disait Estelle, des tests cliniques qu'on réalise, comme par exemple le on-grip, qui va permettre aussi de mesurer la force et observer au fil de l'évolution s'il n'y a pas un risque d'une diminution de la masse musculaire, donc un risque de perte de force, ou le test de levée de chaise de 30 secondes, qui va permettre aussi de mesurer l'endurance musculaire dans les membres inférieurs. Pour le test de levée de chaise, c'est un test qu'on peut réaliser aussi de manière autonome. Donc, c'est des choses que j'invite aux patients à faire au fil de leur évolution pour vérifier d'eux-mêmes s'il n'y a pas des symptômes à risque de sarcopénie. L'essentiel à retenir, c'est de bien comprendre que les traitements médicamenteux vont effectivement majorer un déficit calorique, mais ça ne veut pas dire que toute perte de poids est bénéfique. Pour que la perte de poids se passe dans les meilleures conditions possibles, il est hyper important de maintenir la masse musculaire. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est le renforcement musculaire en particulier. Les deux piliers au quotidien à retenir, c'est surtout de chercher à être le moins sédentaire possible, donc de bouger le plus dans sa journée, réduire le temps assis, et d'intégrer au moins 2 fois par semaine du renforcement musculaire. La fréquence compte plus que l'intensité. Les exercices adaptés, progressifs et fréquents, et travailler tous les groupes musculaires. Les recommandations clés de l'AHS seront, on va dire, à atteindre à terme, mais ce ne sera pas forcément les recommandations prioritaires dans le cadre du TMO, afin de ne pas accentuer excessivement la dépense énergétique et donc de trouver, on va dire, enfin, d'accentuer les risques de sarcopénie. S'il y a des questions, je pense qu'on a un petit temps d'échange maintenant. Donc, je vais passer le micro. Merci beaucoup. Donc, on a terminé la première partie. On a un petit temps de discussion, de réponse, d'échange, questions-réponses, de partage d'expérience aussi, si vous l'avez déjà, de questions qui se posent. C'est vrai que cette possibilité de remboursement des traitements médicamenteux ont entraîné une demande très importante. Nous, on le voit au niveau des patients qui consultaient déjà, mais là, on a une forte augmentation de cette activité-là. Et donc, ça entraîne, bien sûr, c'est très bénéfique. Je pense que c'est quand même une nouvelle qui est très, très intéressante, ce remboursement chez les patients en situation d'obésité sévère, mais ça pose aussi un certain nombre de questions. Donc, vous avez à votre disposition soit le micro en levant la main et normalement, nous avons des modératrices qui sont aptes à le faire si je ne discute pas pour trop. Et du coup, bien par le chat, comme vous voulez, si vous pouvez poser la question par écrit et puis on répondra. Voilà, donc là, il est 17h49, donc voilà, on répondra à autant de questions qu'on veut. On a au moins autour de 45 minutes, on va dire, pour y répondre, si vous souhaitez. Si quelqu'un se lance. Pour le moment, nous actuellement aussi, mais ça sera la possibilité d'une discussion. Tout à l'heure, Estelle a parlé du parcours spécifique et adapté, individualisé, personnalisé. Donc c'est vrai que là actuellement, pour le moment, ça va passer par une évaluation. Nous, on a la chance d'avoir des équipes pluripro, donc ça va passer par une évaluation du patient. C'est des patients, pour certains, qui sont décidés à avoir le traitement médicamenteux, pour d'autres qui se posent la question entre la chirurgie et le traitement médicamenteux. C'est aussi de notre responsabilité de prévenir quand même les patients qui sont éligibles aux deux. Il y a des différences entre les deux interventions, bien sûr. Il y a des différences en termes de maintien du poids au long terme. Souvent, les patients ne sont pas informés
ou voilà, sur le fait que c'est un traitement qui va être un traitement définitif ou à vie ou très prolongé en tout cas, pour maintenir l'effet sur le poids. Et donc ça, quelquefois, ben, du coup, ça les interpelle aussi. Contrairement à la chirurgie où il est possible de garder un traitement, de garder la perte de poids à condition, bien entendu, d'avoir été bien préparé et de maintenir, d'avoir une hygiène de vie maintenue en activité physique et en alimentation équilibrée après la chirurgie, mais c'est possible, contrairement et sur des années et des années. Il y a toute la question dont a parlé Estelle des femmes qui souhaitent une grossesse. Hein. La question actuellement se pose quand même sur le fait qu'il y a la nécessité d'arrêter entre 1 ou 2 mois avant avant la PMA s'il y a, ou avant l'arrêt de la contraception s'il y a un désir de grossesse. Et là, bien sûr, avec un risque élevé de reprise de poids dans cet intervalle. Après, il y a toute la question des issues de grossesse après traitement médicamenteux de l'obésité. Il y a des petits signaux qui sont un petit peu interpellants sur les complications éventuellement des grossesses après TMO. Contrairement aux grossesses après chirurgie bariatrique, où on est sur des améliorations très nettes des issues de grossesse après chirurgie bariatrique. Donc voilà, toutes ces informations-là doivent être apportées aux patients et qui du coup, ça c'est un premier hôpital de jour, on va dire, évaluation multiprofessionnelle. Après, il y a la mise en place du traitement médicamenteux, première injection. Et après, il y a le suivi à 3 mois et entre 3 et 6 mois en tout cas et à 12 mois. Et de façon prolongée, même après la première année. Donc voilà, c'est des parcours spécifiques. Actuellement, en dehors du CSO, il y a aussi la possibilité, bien sûr, on a vu, de prescrire ces traitements au niveau des 4 SMR spécialisés. Également par les endocrinos de ville qui sont aussi en train, signataires de la charte et qui mettent aussi en place des prises en charge et des parcours spécifiques au traitement médicamenteux, avec une évaluation également multiprofessionnelle au niveau du CSO l'année qui suit cette mise en place. Allez-y, posez votre question en rallumant le micro, Madame Mallet, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Alors moi, je me posais la question pour un patient qui aurait déjà suivi un parcours sleeve, mais pas au CHU de Saint-Pierre. Est-ce qu'il devra, enfin, en fait, il s'est rétracté, il a suivi tout le parcours de 6 mois obligatoire. Il s'est rétracté parce que il ne voulait pas passer justement par la chirurgie bariatrique. Est-ce que si en intégrant votre parcours à vous, est-ce qu'il devra recommencer dès le début ou ce sera pris du début de son précédent parcours en fait? Oui, on entend bien. En fait, on a quelques patients qui s'étaient engagés dans le parcours de chirurgie bariatrique parce que c'était aussi l'élément et qui n'avaient pas les moyens, en gros, de pouvoir accéder au TMO avant le remboursement et qui, en apprenant le remboursement, dans la mesure où ils étaient éligibles au remboursement, ont dérivé, on va dire, vers la prescription des traitements médicamenteux. La question, elle va vraiment être, en plus, s'ils ne sont pas préparés chez nous, ça va être l'HDJ d'évaluation, c'est-à-dire de voir où il en est dans la mise en place de ces règles hygiéno-diététiques. S'il a suivi le parcours dans un centre qui fait de la chirurgie, normalement, il est tout à fait dans les clous, on va dire. On n'est pas à 6 mois. Nous, on a des patients qu'on suit déjà de longue date et on sait à peu près ce qu'ils ont fait. On ne va pas être à mesurer les 6 mois de façon, on sait à peu près. Comme on ne les connaît pas, il faut un moment qu'il y ait une évaluation. Donc, ça va passer par cette hospitalisation de jour multipro. Et après, ça peut être assez rapide si on voit que de toute façon, déjà, depuis quelques mois, il est tout à fait, notamment au niveau de l'activité physique, mais également au niveau des apports alimentaires. S'il a été préparé à une chirurgie, notamment, il a la notion de ce que sont des repas fractionnés, les apports en protéines, etc. Donc, voilà, ça s'évalue au cas par cas, en fait. C'est pas quelque chose qui est
Mais pour les patients qu'on n'a pas suivis, il faut qu'on ait un minimum d'évaluation avant la prescription. Oui. D'accord. Mais je me posais aussi la question par rapport au remboursement. Parce que entre le moment où il a débuté la chirurgie, enfin le parcours pour la chirurgie bariatrique et à l'instant T aujourd'hui, il y a eu une perte de poids. Donc du coup, est-ce que pour le remboursement, le poids de départ sera pris quand il avait commencé son parcours ou ce sera pris quand il prendra le rendez-vous avec vous? Alors, normalement, dans les indications, c'est au moment où on fait la prescription. Après, si on prépare un patient sur les mesures thérapeutiques, changement de son mode de vie, pour qu'il puisse justement rentrer dans un parcours de traitement médicamenteux, à partir du moment où il rentre dans le parcours, après, il y a quand même dans les indications, c'est des patients pour lesquels les mesures thérapeutiques du mode de vie, elles n'ont pas fonctionné. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de subtilités, vous verrez dans le formulaire et dans le formulaire pour le remboursement. En tout cas, il faut voir pour ces patients que l'obésité, c'est une maladie chronique et évolutive et c'est pas un traitement à la place d'un autre. C'est un parcours de vie qui est souvent semé de plusieurs événements et que peut-être que le patient, pour l'instant, il a envie d'essayer les traitements médicamenteux. S'il est dans les indications de l'AMM et les indications du remboursement, parce que, comme on l'a dit, il y a quand même deux indications. Il y a des patients qui peuvent avoir ce traitement et qui peuvent le financer. Et il y a des patients qui sont dans les indications et de l'AMM et de la prise en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir leur expliquer ça, rester dans les indications, parce que pour l'instant, c'est quand même, et le formulaire, il est bien détaillé. Hein, Nathalie Lemoulec vous l'a montré, vous le retrouvez sur le site de l'assurance maladie. Et c'est important de pouvoir expliquer aux patients, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont déjà ces traitements, qui l'ont de façon non remboursée et qui pensent qu'ils rentrent tous dans les indications du remboursement. Et effectivement, ça fait quand même pas mal de frustration, mais enfin, faut vraiment, je pense, être pédagogique. Il faut pas arriver dans le biais qu'on voit et qu'on a vu avec la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire de patients qui disent bon ben, puisque c'est ça, j'ai suivi les mesures thérapeutiques du mode de vie, j'ai fait les changements, ben on m'avait dit que je pourrais avoir accès à ces traitements. Là, je me restreins, j'y arrive, mais vraiment avec beaucoup d'efforts. C'est une maladie difficile et qui se disent bon ben puisque c'est ça, j'arrête tout et je repars en arrière. C'est pas non plus la bonne solution. Il faut pouvoir les mettre sur un parcours et qui se projettent sur plusieurs années, pas l'immédiat. Mais c'est pas facile. Ça ne met pas toujours dans une situation facile. Merci. En tout cas, c'est sûr que pour les patients qui sont limites, c'est vraiment, et c'est pour ça que je disais la différence, contrairement à la chirurgie, c'est pas l'IMC historique. Hein. Donc, c'est vraiment l'IMC après la mise en place de ces règles du mode de vie. Donc, pour les patients qui sont limites, c'est vrai, comme dit Estelle, il y a un risque d'effet pervers. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, ils perdront pas de poids pour pas passer en dessous des 35, par exemple, hein, ou en dessous des 40 s'il n'y a pas de comorbidité. Ça, c'est sûr. Il faut être vigilant là-dessus. Mais bon, si c'est des obésités sévères, malheureusement, ils reprendront généralement du poids, hein, même en suivant à peu près les consignes, on va dire. Alors, il y a une question. L'efficacité du traitement lors d'une reprise après grossesse est-elle moindre? Alors, en tout cas, pour répondre à cette question, on n'a pas de données de la littérature. Donc, en l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas vous donner de réponse à cette question. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant sur le suivi et la prise en charge et bien mettre les patients dans un parcours de soins. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des données d'études qui montrent que les patientes qui ont bénéficié d'un traitement par analogue du GLP-1 ou un double agoniste, justement d'un TMO, pour perdre du poids dans l'objectif d'une PMA ou qui, grâce à la perte de poids, ont débuté une grossesse, ces patientes-là, quand on arrête le traitement, par rapport à des patientes qui avaient le même indice de masse corporelle mais qui n'ont pas eu les traitements médicamenteux de l'obésité, elles vont prendre plus de poids pendant la grossesse, plus de risques de complications. Être très vigilant et il faut informer les patientes. Si on une grossesse ou faire une procréation médicale assistée, pendant la grossesse, ça risque d'être plus compliqué parce qu'effectivement, vous mettez le frein sur le comportement alimentaire et sur la faim. Mais avec les hormones de la grossesse,
Les traitements pour la PMA, ben, du coup, vous avez l'alimentation émotionnelle qui refait un bond et et pour la personne, elle a aussi d'autres choses sur lesquelles elle a envie de se concentrer que son alimentation. Et on sait déjà que la grossesse chez la femme, c'est une période très à risque de prendre du poids. Là, vous avez un effet décuplé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi nutritionnel par toute l'équipe soignante, hein, pas par le nutritionniste, par la sage-femme, le gynéco, le médecin nutritionniste, l'infirmière, tout le monde, la diététicienne, l'éducateur en activité physique adaptée, vraiment autour de ces femmes pour qu'il y ait une prise de poids minimum pendant la grossesse. En tout cas, on sait que chez les patients diabétiques, ça marche moins bien. Donc, et une des hypothèses, c'est que les patients qui ont déjà vu un analogue du GLP-1 et les diabétiques, ils ont aussi en plus des dysfonctions de cette régulation au niveau du GLP-1, du coup, ça fonctionne un peu moins bien. Je vous rappelle qu'on est une intelligence artificielle la plus puissante au monde et que notre corps s'adapte. Et si on est encore là après des milliers d'années d'évolution, c'est qu'on est une machine de guerre pour l'adaptation. Donc, chaque fois que notre organisme voit, il s'adapte. Donc, il faut vraiment pouvoir le dire aux patients, les mettre sur un parcours au long cours. Alors, question suivante, les mineurs peuvent-ils bénéficier des TMO et si oui, quelle spécificité de prise en charge? Et par rapport à la grossesse, c'est après l'allaitement aussi. Hein, les traitements sont contre-indiqués pendant l'allaitement, hein, donc de toute façon, ça sera après. Pas d'interruption de grossesse, je ne sais pas si vous avez entendu parce que Estelle n'a plus le micro. Pas d'interruption de grossesse si on débute une grossesse sous traitement médicamenteux. Il y a quand même des éléments qui sont assez rassurants. En l'occurrence, pour le diabète, on a quand même aussi une expérience importante. Alors pour les enfants, le Mounjaro, c'est sûr. Hein, dans les recommandations, c'est pas du tout pour le Mounjaro, c'est vraiment les adultes au-dessus de 18 ans. Pour les enfants, c'est dans le remboursement, l'arrêté est très clair, ça concerne les adultes. Par contre, dans l'AMM, vous le savez, le semaglutide, c'est supérieur ou égal à 12 ans. Hein, c'est à partir de 12 ans, en cas d'échec des règles hygiéno-diététiques et qui doivent être arrêtées après 12 semaines s'il n'y a pas d'efficacité. Mais c'est possible, mais c'est hors remboursement. Pour la partie obésité, actuellement, il y a des études chez les enfants. Ils peuvent rentrer éventuellement dans le cadre d'études. Actuellement, mais disons que dans la prescription routinière, c'est non. En tout cas, non remboursé pour le sémaglutide. Et sémaglutide, c'est AMM, hein, c'est supérieur à 30 ou supérieur à 27 d'IMC avec comorbidité. Les comorbidités sont un peu différentes. Hein, c'est le diabète, le syndrome d'apnée du sommeil, appareillé, la dyslipidémie traitée. Donc, malheureusement, pour les enfants, non, pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite, quand on sait que c'est un traitement à vie, ça pose aussi question quand même. Alors est-ce que la question est, est-ce qu'il y a la possibilité de proposer un accompagnement multipro, même si le patient ne peut pas bénéficier du remboursement? Oui, bien sûr. Quelles que soient les conditions de mise en place du traitement, le patient, c'est pas la double peine, hein, il peut pas, en plus, il doit payer son traitement et en plus, il peut pas bénéficier du suivi, ça serait un peu difficile quand même. Et en plus, que vous le prescriviez dans le cadre du remboursement ou donc vous renouveliez la prescription ou que vous primo-prescriviez dans le hors remboursement, je veux dire, les effets, ils sont les mêmes, hein, ce qu'a expliqué Estelle. Donc, c'est exactement pareil. Donc, ce sont en plus généralement donc, des obésités moins sévères, avec des pertes de poids qui sont parfois quand même vraiment importantes. On passe dans des, c'est des IMC à 32, 33. Bon voilà. Donc à ce moment-là, il y a des risques. Il y a des risques vraiment de nutrition. Il y a des risques de restriction qui sont très importants à ce moment-là. Ça, je pense que c'est un élément vraiment important sur lequel Capucine a aussi insisté. C'est vraiment de dépister chez vos patients le fait. Eux, ils vont pas s'en plaindre. Hein.
Ils sont très, très contents de ne pas manger, de ne pas avoir envie de manger, de ne pas être préoccupés par manger, de ne pas vouloir vraiment, s'ils n'ont pas une famille qui, elle, passe à table, de ne pas passer à table parce qu'ils ont plein de trucs à faire plus intéressants. Ça ne va pas du tout les gêner. Ça ne va pas être un signal d'alerte du tout pour le patient qui perd en plus du poids, donc qui est très content. Mais c'est vraiment quelque chose à débusquer parce que c'est vraiment très problématique même après. Il y a des, Capucine l'a dit, il y a des patients qui sont vraiment à des niveaux d'ingestat qui sont vraiment même encore plus faibles que ce qu'on voit post-chirurgie bariatrique, donc autour de 800 kilocalories par jour maximum, voire en dessous. Donc c'est vraiment un élément très important. Donc l'accompagnement, oui, bien sûr, de la même façon. Et donc, encore une fois, un patient qui a une obésité, et c'est vrai, on en suit beaucoup, il comprend pas qu'on puisse être dénutri. Donc, et quand on leur dit il faut manger un peu plus, alors qu'on met un médicament pour arrêter de manger, c'est vrai que ça peut sembler complètement antagoniste. Donc, c'est vraiment très important de leur expliquer les besoins, la préservation de la masse musculaire, parce que les patients qui n'écoutent pas, certes, ils perdent du poids rapidement, mais au bout de 3 mois, ils sont carencés. On peut avoir des carences en vitamine B12, en vitamine D, en plusieurs oligo-éléments, et les patients sont crevés. Il y en a même qui arrêtent de travailler, qui comprennent pas pourquoi ils sont aussi fatigués. Le corps, ça lui prend de l'énergie d'aller prendre dans ses réserves, et donc cette énergie qu'il prend là, il la prend pas pour faire autre chose. Donc c'est important pour que l'amaigrissement se fasse bien et que les patients restent en bonne santé, qui puisse assurer au minimum ses apports et ses besoins. Et comme vous l'avez vu, pour les plus fragiles, on est parfois amené à leur mettre des compléments nutritionnels dès le début de la prescription d'un traitement médicamenteux pour éviter les carences. Et pour les plus fragiles, on fait une prise de sang avant le début du traitement pour, s'il y a des carences déjà avant, les supplémenter avant de mettre en place le traitement médicamenteux de l'obésité. En tout cas, dans le chat, vous pouvez aussi nous dire les différents webinaires qu'on pourrait vous proposer pour, par exemple, le suivi de ces traitements, ou alors le bilan de l'obésité à faire en amont, ou alors des webinaires peut-être plus spécifiques sur des pathologies associées, puisque vous l'avez compris, ces traitements, c'est un peu comme le diabète. Au début, le diabète et les traitements du diabète, on regardait que l'hémoglobine glyquée. Maintenant, on regarde pas que l'hémoglobine, que le poids là pour l'obésité. On regarde aussi le bénéfice sur les complications liées à l'obésité, notamment la maladie hépatique dysmétabolique, le syndrome métabolique des ovaires polyendocriniens, ce qui remplace le SOPK, le syndrome d'apnée du sommeil, les arthropathies, enfin beaucoup de choses qui fait qu'on va aussi choisir le traitement médicamenteux en fonction des effets bénéfiques, les maladies cardiovasculaires aussi qu'il a pu montrer. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les titres de webinaires que vous souhaiteriez voir traités. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre le micro à Nathalie Lemoulec pour faire la synthèse et le mot de la fin. Alors, si, quand même, une question. Alors, pour les patients avec des troubles ostéo-articulaires liés ou non à l'obésité, peuvent-ils avoir un effet anti-inflammatoire durant le traitement sans prendre de traitement médicamenteux anti-inflammatoire? Alors, l'obésité, c'est lié à une inflammation chronique. Et souvent, on voit chez nos patients qui ont une obésité une élévation de la CRP. Et avec la perte de poids, on sait qu'on a un effet sur l'inflammation chronique aussi. Et maintenant, de plus en plus, il y a des publications sur les effets de l'inflammation chronique aussi sur les vaisseaux et le risque de maladies cardiovasculaires, à tel point qu'il y a des anti-inflammatoires, enfin des anti-TNF, des anti-interleukines qui sont spécifiquement développés. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trop de... Alors, il y a beaucoup de littérature, mais pas d'éléments très marquants. Mais en tout cas, oui, on peut aussi avoir un effet sur l'inflammation chronique. J'aurais une question. Vous avez beaucoup mis l'accent sur la prise en charge pluridisciplinaire, orientée vers la diététique et l'activité physique.
Qu'en est-il de la prise en charge psychologique dans le cas d'un amaigrissement qui se fait assez rapidement? Bah, de toute façon, c'est vrai, hein, parler là. La question du vécu psychologique de l'amaigrissement, généralement, c'est comme en post-chirurgie bariatrique, hein. C'est la période qu'on appelle la lune de miel. Enfin bon, généralement, la volonté, enfin, l'état d'esprit de la personne en situation d'obésité qui perd du poids, que ce soit après chirurgie ou que ce soit sous traitement médicamenteux, est plutôt bénéfique. Maintenant, tu le sais aussi très bien, dans l'équipe, on voit bien que c'est pas si simple que ça quand même. L'amaigrissement et le changement corporel entraînent quand même un certain nombre de manifestations qui peuvent être de changements, que les patients sont un petit peu sidérés, un petit peu étonnés, un petit peu. Ils restent en plus sur des schémas antérieurs. Il y a des choses sur la façon dont évolue leur corps qui est pas toujours bien appréhendée, même si globalement c'est positif. Donc c'est un travail que l'on fait. C'est vrai que c'est un travail que l'on fait sur le post-amaigrissement, sur le changement justement de l'image corporelle, l'acceptation de la nouvelle image. Donc ça c'est sûr. C'est un élément important qui va être qui est vraiment nécessaire. Il y a aussi toute la question qu'on n'a pas abordée, mais on relisait encore des études récemment disant que l'accès à ces traitements médicamenteux et à l'amaigrissement et la généralisation, surtout peut-être pas encore chez nous, on n'est qu'à 2 mois du remboursement, mais dans certains pays comme les États-Unis par exemple, et ça entraîne également une demande très forte et au niveau de la chirurgie réparatrice. Alors la chirurgie réparatrice après chirurgie de l'obésité, elle est parfaitement codifiée. Après traitement médicamenteux, même si la perte de poids est moins importante quand même quantitativement, elle reste quand même très importante. Et donc c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus aussi de patients qui vont nous interpeller sur les réparations post-amaigrissement importants. Et donc ça, c'est des éléments qu'on n'a pas encore complètement gérés, qui n'est pas encore complètement intégré d'ailleurs dans les nouvelles recommandations par rapport à la chirurgie réparatrice post-amaigrissement, post-TMO. Donc ça, c'est des éléments importants. Mais oui, bien sûr, c'est un élément vraiment très important. Merci pour cette question, Véro. En tout cas, dans les études, quand on regarde parce qu'il y avait des signaux, on avait peur que les traitements par analogue du GLP-1, ils décompensent des maladies psychologiques sous-jacentes, ce qui semble ressortir, mais encore une fois, c'est des petites études, il faut attendre la vraie vie pour voir ce que ça donne, que ce soit plutôt, en tout cas, il n'y a pas de signal négatif, mais c'est pas pour ça, comme l'a dit Nathalie Lemoulec, qu'il ne faut pas faire attention à la psychologie de nos patients. Ils ont souvent des psychologies fragiles déjà avant et il ne faut pas se dire « oh, il doit être content, il a perdu 10 ou 15 kilos ». On en voit quand même qui sont épuisés, justement, qui n'arrivent plus à faire les activités de la vie quotidienne, qui n'osent pas le dire parce qu'ils se sont dit « je l'ai cherché quelque part ». Et donc non, il faut quand même faire attention à l'intégrité de la personne. Et encore une fois, il faut suivre aussi les adaptations et les paliers qu'on fait avec ces traitements. On n'est pas obligé pour tous d'augmenter toutes les 4 semaines jusqu'à ce qu'on arrive à la dose maximum, hein. Il nous arrive d'avoir des patients qui gardent la dose minimum et avec la dose minimum, qui ont l'effet recherché, qui sont très contents avec ça, qui ont une perte de poids qui se fait tranquillement, avec une alimentation qui reste dans les clous et équilibrée et une activité physique régulière et qui sont très contents. Donc là aussi, c'est vraiment très important de suivre ces aspects, dont l'aspect psychologique, pour pouvoir aller avec le patient vers le palier supérieur. Alors, ce webinaire est enregistré. D'ailleurs, on ne vous a pas demandé l'autorisation, on aurait dû. Parce que maintenant, vous le dites, maintenant, si vous refusez, on sera obligé de détruire ce webinaire. Mais donc, il est enregistré et normalement, il sera diffusé ou regardable sur le site du CSO. Donc, on va vous remettre. Par rapport au diaporama, donc il y sera aussi, puisque c'est l'ensemble du webinaire.
Mais pour le diaporama, je regarde Véronique Fontaine, qui est la coordinatrice du CSO. Il y aurait peut-être moyen, si vous le souhaitez, si vous souhaitez la voir, on va pouvoir vous donner l'adresse du CSO si vous ne l'avez pas, pour pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, bien sûr, le récupérer. Parce qu'on n'a pas nouveaux adresses mail, il n'y a pas eu d'inscription à ce webinaire, hein, donc on n'a pas vos coordonnées. Donc si vous le souhaitez, donc c'est coordination.cso.chu @chu-réunion.fr. Ça est en minuscule, tout ça sans accent. Donc coordination.cso.chu @chu-réunion.fr. Donc si vous souhaitez, ou faire un commentaire même après, à distance, donner, comme disait Estelle Nobécourt, des souhaits, hein, sur des webinaires à venir, sur des choses que vous aimeriez approfondir, c'est tout à fait possible, au contraire. Donc ça aussi, vous pouvez utiliser cette adresse-là pour ces éléments-là. Est-ce que vous n'avez pas de regrets sur des questions qui vous restaient un petit peu dans la tête? Des questions un petit peu plus spécifiques sur l'alimentation, le contrôle aussi, parce que ces patients, c'est vous, hein, qui allez renouveler leur traitement, sur comment est-ce qu'on apprécie éventuellement les apports en protéines, comment je peux faire au cabinet pour évaluer la force musculaire de mon patient, savoir s'il est en train de baisser significativement, puisque ça, vous devez le faire. Est-ce que vous pensez que vous avez le temps, les moyens de le faire? Est-ce que c'est plutôt dans des parcours que vous souhaitez que ces patients s'intègrent de façon plus systématique? Voilà, tout ça aussi, vous pouvez nous adresser, hein, ces commentaires-là, bien sûr. On est en train de tous apprendre de ce traitement, et voilà, on les a déjà, comme je vous disais, depuis un moment, mais n'empêche que là, on passe quand même une étape, hein, avec beaucoup plus de patients qui vont pouvoir en bénéficier. L'inaccessibilité, vous avez vu les tarifs, hein, vous avez vu les restes à charge, donc vous avez vu, évidemment, est-ce que vous savez le coût que ça représente pour les patients lorsqu'ils ne sont pas remboursés? Donc c'est vrai que ce sont des éléments très importants, mais nous, ce qu'on remarque quand même, et c'est une très bonne chose, c'est vraiment que ça permet aussi cette mise en place, du fait de la limitation aussi des prescripteurs, et aussi ça permet quand même une structuration du lien entre nous, ville-hôpital, mais également endocrino de ville-hôpital. Ça permet une structuration des parcours patients qui nous semble vraiment très bénéfique et très intéressante. On verra si on arrive à transformer l'essai, mais je pense que déjà, on a des éléments qui se mettent en place qui sont vraiment très intéressants. Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, alors, un patient qui appelle pour avoir des informations à ce sujet, nous voulons l'orienter vers le secrétariat du CSO oui, du CSO, des 4 SMR qui peuvent prescrire, hein. Donc, la clinique Omega qui a déjà des parcours obésité aussi s'oriente vers des parcours TMO. Au niveau des Tamarins Sud, le programme sera mis en place plutôt en septembre. Pour le moment, il n'est pas forcément prévu de primo-prescription ni au niveau des Tamarins Sud, ni au niveau du CRF Sainte-Clotilde. Et au niveau du SMR, du GHER, c'est aussi possible. Et puis, les endocrinos de ville qui ont signé la charte, hein, et je vous dis, c'est la quasi-totalité des endocrinos de ville. Certains sont encore en vacances, voilà, mais quelques exceptions près, c'est la quasi-totalité. Donc oui, ça peut être... hein, oui, Olivia est là. Qui peuvent, donc là, oui, bien sûr. Comme je vous disais aussi, il y a tout à fait des possibilités de parcours, mais de toute façon, pour les endocrinos qui prescriraient, qui feraient la primo-prescription, à ce moment-là, de toute façon, il y a au moins une hospitalisation de jour multipro au niveau du CSO. Donc le CSO, il y a 2 équipes, hein, une au nord, une au sud, donc au CHU de Belle-Pierre et au CHU Sud.
demandé ou programmé à... Des brochures, oui, oui, tout à fait, c'est en cours. Alors, pour être tout à fait transparent et tout à fait honnête, là, on a commencé, bien sûr, surtout essentiellement là pour nos patients, et on a une liste d'attente de patients que l'on ne connaît pas, qui sont éligibles au traitement. On est à peu près à 150 patients là actuellement, hein, qui sont sur liste d'attente pour le moment, puisque nous, vous imaginez bien que déjà, vous avez l'expérience, je pense, de nos consultations qui sont à 6 mois et de nos hospitalisations de jour obésité qui sont pas loin d'être à 4-5 mois. Donc, si nous, on n'augmente pas notre équipe de façon significative, on n'y arrivera pas. Donc, ça a été, c'est prévu. Normalement, on touche du bois parce que c'est pas encore signé par notre directeur général, mais on espère que ça va l'être incessamment sous peu et on devrait renforcer l'équipe certainement à partir du mois de fin septembre, début octobre. Donc à ce moment-là, ça veut dire beaucoup plus de possibilités d'hospitalisation de jours multipro par semaine et par mois, donc et on devrait absorber cette demande supplémentaire. Donc voilà. Pour les brochures, donc du coup, on attend d'avoir la certitude que notre équipe est renforcée. Mais oui, et puis il y en a, ça je parle pour le sud et pour le nord, il y a aussi une brochure qui est possible. Alors nous travaillons activement avec les endocrinos pour permettre la primo-prescription d'un enchanté docteur du monde de l'apprendre. C'est ce qu'on disait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez prendre la parole, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Au contraire, dites-nous. Oui, merci. Merci de me donner la parole. Du coup, oui, on essaye de travailler avec les endocrinologues, les différents endocrinologues pour pouvoir permettre la primo-prescription. On accueille déjà des patients dans le parcours d'obésité, avec un suivi chirurgical ou médical, hein, pur, et avec le remboursement des TMO, la pression se fait plus importante sur nous pour avoir des informations sur ces traitements et pour pouvoir y avoir accès. Donc on essaye de mettre en place cela avec les différents collègues endocrinologues pour qu'ils puissent prescrire directement au centre sans avoir besoin d'aller en consultation. En tout cas, merci pour ces informations. Si vous souhaitez, en tout cas pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur les traitements médicamenteux de l'obésité, il y a le site des centres spécialisés obésité que vous pouvez consulter. Il y a celui de la Réunion et qui vous renverra aussi vers le site du GCC, hein, du groupement des centres spécialisés de l'obésité au niveau national, où dedans vous avez même de l'iconographie pour les patients avec une explication en tout cas du parcours, et vous pouvez le télécharger pour remettre à vos patients du parcours quand on prend un traitement médicamenteux de l'obésité. Et pour vous-même, si vous êtes intéressé et que vous avez besoin d'informations, il y a quand même, c'est très didactique, c'est très synthétique. Et il y a beaucoup d'informations et d'iconographie intéressantes. On vous a déjà montré pas mal de tableaux ce soir. Donc, vous pouvez le retrouver facilement et vous le retrouverez via le lien vers les CSO. En tout cas, on refera un nouveau webinaire quand même pour présenter les structures et les parcours. Parce que là, c'est vrai qu'on vous parle des parcours, des HDJ multidisciplinaires. Vous avez vu à quel point c'est intéressant de travailler en équipe et que le patient, c'est dans les recommandations quand même hein, du GCC, que le patient puisse, au décours de sa prise en charge, comme on recommande pour le patient qui a un diabète qui puisse voir le diabétologue, le patient qui a une obésité qui puisse voir un nutritionniste aussi, justement pour pouvoir travailler un peu sur les racines et donner une expertise sur le parcours de prise en charge. Olivia, tu voulais intervenir ou je ne vois pas si tu as levé la main ou pas? Je ne sais pas. Non, j'avais pas levé la main. Ah bon, pas d'accord. grave, mais en tout cas, merci pour ces informations. Oui, non, mais j'en profite. C'est vrai que l'importance
pour nous, au niveau d'endocrinologues qui pouvons prescrire, c'est de bien identifier les structures. Et c'est vrai que l'arrivée des TMO permet, comme tu le dis, Nathalie, de créer du parcours intéressant et d'enfin proposer une prise en charge en premier lieu médicale et des mesures hygiéno-diététiques. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Pierre, parce que je crois que c'est nous. Voilà, c'est nous. Et c'est vrai que voilà, c'est encore une main qui se tend entre nos deux structures, la maison de santé à Casse Diabète et puis le centre de rééducation Sainte-Clotilde. Et peut-être qu'on pourra faire un point ou avec nos collègues sur ça précisément, hein, bien sûr, Pierre. En tout cas, merci d'avoir réagi aujourd'hui. Merci. Oui, ben, merci beaucoup, Olivia. Du coup, je réponds. Oui, en fait, on attendait la fin des vacances et des congés pour pouvoir fixer un rendez-vous. Donc voilà, ça devrait arriver assez prochainement, Voilà, soit fin août, soit début septembre. Parfait. On est dans les temps. Super. Merci. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la rentrée. D'ailleurs, on avait dit que peut-être le 11 août pour faire un premier webinaire, c'était pas forcément une date, mais je pense que vous nous avez montré le contraire. Donc, je pense que c'est très bien qu'on ait pu faire ce webinaire ce soir. Il y a une question sur le suivi idéal par l'endocrino ou par un centre spécialisé après la primo-prescription par un prescripteur habilité. Nous, on pense qu'a priori, il est nécessaire d'avoir vraiment, nous dans le parcours, c'est 3 mois, enfin entre 3 et 6 mois et 12 mois en multipro, parce que c'est vraiment au début que souvent il y a des soucis. Hein, dans les 3 premiers mois, il y a vraiment des apprentissages à s'assurer qu'ils soient complètement acquis. Mais le suivi après, bien sûr, est partagé parce que c'est vous qui allez. Il faut à peu près 6 mois et encore, comme l'a dit Estelle, c'est 6 mois si on va sur les paliers, notamment pour le tirzépatide. On va les paliers d'1 mois, ça va de 2,5 à 15 mg, comme vous savez. Donc, on met 6 mois pour y arriver au minimum. Et on est à la dose maximum qu'à ce moment-là. Pour le Wegovy, on est à 5 mois. Donc c'est sûr que dans ce temps-là, c'est vrai que c'est important d'avoir ce contact-là. Après, je pense que c'est très important puisque les organisations sont en train de se mettre en place. Donc, comme a dit Estelle, ça va être très important de vous présenter aussi, hein, parce que ce que chacun, est-ce que il y a des MSP aussi, enfin, on doit avoir la Casse Diabète qui se lance aussi dans cet accompagnement. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir vraiment de garder ce contact aussi avec le prescripteur initial et l'équipe initiale, voilà, mais avec un suivi qui peut être plus espacé après. Et puis après, c'est 1 fois par an, hein, pratiquement, de façon prolongée. Mais sur le début, je pense que sur le début, c'est vraiment plus important que donc initialement la mise en place et puis entre 3 et 6 mois et 12 mois. Et le reste du temps, tout à fait en partage parce que les complications, ça arrive un peu n'importe quand, on va dire. Surtout au début, mais pas forcément. Et la sarcopénie, c'est plus tard. Alors, une dernière, non. Un dernier ou pas, d'ailleurs, enfin voilà, allez-y, il est presque 6h30, 18h30. Et il nous reste en tout cas à vous remercier d'avoir été nombreux et d'avoir été d'avoir tenu jusque-là. J'espère qu'on a pour doute pas répondu à toutes les questions, mais au moins répondu à vos premières interrogations. Vous allez voir de plus en plus arriver dans vos cabinets des patients pour lesquels la prescription a été faite. Pour le moment, c'est vrai que, comme l'a dit le docteur Dumont, Olivia Supply, on est sur des organisations qui sont aussi en train de se mettre en place à la période des congés aussi en plus là qui se termine. Et donc ça, il faudra vraiment qu'on fasse un point un peu régional sur sur tout ce qui est proposé, sur la primo-prescription et le suivi après. Merci.
à vous, merci infiniment. Et puis, à une prochaine fois, sûrement très rapidement, à la rentrée au mois de septembre, septembre-octobre. Voilà. À bientôt.